Alors, au menu ce soir, hein, on vous a beaucoup taquiné avec, tu sais, en parlant de Daniel Lambert qui va nous présenter. Daniel est VP architecture d'affaires sur Benchmark Consulting. Et c'est extraordinaire. Je vois beaucoup, souvent, Daniel, tu postes fréquemment sur LinkedIn. Je vois tes posts tellement intéressants. Si on a toujours envie d'aller savoir plus. Et tu as travaillé avec évidemment beaucoup d'organisations, euh, beaucoup d'industries différentes, le commerce au détail, les compagnies pharmaceutiques, services publics, les transports, logiciels informatiques, soins de santé, services financiers, assurances, télécommunications du secteur public. Alors, tu en as vu, hein? Et tu aides toutes ces Et je suis organisations. pas jeune. C'est Tu as ça de que ça veut dire. C'est ça, tu as de l'expérience. Tu aides ces compagnies-là avec leur architecture d'affaires agile, hein, et leur transformation numérique. Alors, on a vu que tu es un auteur de ce livre-là pour nous aider avec à mettre la stratégie agile en exécution. Et aussi, tu enseignes, hein, l'architecture d'affaires agile en collaboration avec EA Principles aux États-Unis. Alors, on a vraiment hâte de t'écouter, Daniel. Alors, je pense que tu vas nous partager. euh, OK. Alors, je vais arrêter de partager euh, la mienne et vas-y, à toi, Daniel. Oui, madame. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Tout va Très bien? bien, OK. très bien. Très Et bien, tout, oui. et tout le monde peut voir le logo d'IIBA Montréal? Oui? Oui. Parfait. Veuillez m'excuser, je tiens à m'excuser d'avance. Je parle affaires très, très peu en français. La dernière présentation que j'ai faite, c'est il y a 6 ou 7 ans. Je fais beaucoup de présentations, mais toujours en anglais, surtout aux États-Unis, parfois en Europe. Et tous mes clients sont aux États-Unis ou en Europe, à l'exception de la banque TD. Et si des fois je cherche mes mots, veuillez me pardonner, s'il vous plaît. OK. On a parlé de moi, je vais être très bref. Je vous invite simplement à me suivre ou à connecter avec moi sur LinkedIn. Étonnamment, il y a 27 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn et 5 continents. J'ai débuté, je travaille beaucoup avec Irish Business Architect et nos clients, mais j'ai débuté récemment l'enseignement privé auprès de clients, surtout américains, mais aussi européens, chez EA Principles, qui sont basés en Virginie, aux États-Unis. Et c'est étonnant comment que les gens sont intéressés par l'architecture d'affaires agile. J'en suis très heureux. Évidemment, tous mes cours sont donnés en anglais présentement. J'ai écrit un livre il y a bientôt 2 ans, Design, Architect, Prioritize and Deliver Your Corporate Future Successfully. C'était pour mes clients, nos clients. Et j'ai publié ça sur Amazon. Et tranquillement, pas vite, les gens se sont mis à l'acheter et à l'évaluer. Et à mon grand étonnement, on est encore à 4,9 sur 5 d'évaluation. Ils sont rendus à 19, le livre est rendu à 19 ratings. Ça continue à augmenter, les gens continuent à l'acheter. Ça me surprend un peu. Il est aujourd'hui disponible en français et ce n'est pas moi qui l'ai écrit en français. J'ai aidé Daniel Chakounté, qui est un Parisien, un Camerounais, et il est écrit en français, mon livre, mais c'est le français de France, c'est pas le canadien français. Autrement dit, par exemple, il y a un peu plus d'anglicisme que chez nous. Et là-bas, ils disent architecte de métier.
au lieu de dire architecte d'affaires. Et il y a d'autres nuances dont je ne me rappelle pas. Tout ça pour vous dire que le livre est disponible en français ou en anglais. Il y a des déconnexions sérieuses dans une entreprise d'un point de vue stratégique et ça continue à être prépondérant. Par exemple, 66% des organisations RH et TI élaborent des plans stratégiques qui ne sont pas liés à la stratégie de l'entreprise. Ils font ça indépendamment, en silo. Pas moi qui le dis, c'est les sources que vous pouvez voir en bas de la diapositive. 95% des employés dans la plupart des organisations ne comprennent pas la stratégie de leur organisation, ce qui est très malheureux. Et selon une enquête de The Economist, 37 à 40% des travailleurs déclarent que leur emploi ne fait aucune différence. Autrement dit, ils sont là pour rien. Ils se demandent pourquoi ils sont là. Moi, j'ai rencontré souvent dans ma vie des IA qui disaient « J'écris des rapports, j'écris des documents et j'ai l'impression que personne ne les lit. » C'est fréquent et c'est malheureusement un gros problème dans une grande entreprise, sans doute moins fréquent à Montréal parce que les entreprises sont plus petites, mais dans les très grandes entreprises, c'est un énorme problème. Et ça ne s'améliore pas. Les chiffres que je vous ai donnés dans la diapositive précédente, c'était il y a quelques années. Si on prend une étude du Boston Consulting Group en 2021, ça a augmenté de 30 à 35%, ce qui fait que 65% des transformations numériques échouent encore aujourd'hui, en tout cas en 2021. Et ce qui est encore énorme. Et selon moi, c'est parce que les gens fonctionnent en silo. Les gens ne communiquent pas entre eux. Tout le monde fait sa petite affaire. Les architectes, les enterprise architects font leur petite affaire. Les gens au head office, au siège social, font leur petite affaire. Les business analysts font leur petite affaire et deviennent experts dans leur petite affaire. Et personne ne communique entre eux, ou les gens ne communiquent pas assez entre eux. Et il y a moyen de remédier à ça. Et je vais discuter de ça avec vous et vous me direz ce que vous en penserez ensuite. Aujourd'hui encore, ça c'était vrai il y a 40 ans quand moi j'ai commencé. Ça vous donne une idée de mon âge. Peut-être 35 ans, on va dire, mais je pense que j'approche du 40 ans. Et il y a 40 ans, c'était exactement comme ça. Les gens d'affaires regardaient les gens techniques en technologie d'information et pensaient tout simplement que c'était des martiens. Et les gens pensent encore ça. Et je peux vous dire que mes collègues en technologie de l'information pensent que je suis un dinosaure et que les gens d'affaires sont des hommes des cavernes ou des femmes des cavernes. Mon fils pourrait même dire que je suis le dinosaure, dans le fond, avec des lunettes. Et c'est une perception qui a besoin de changer et persistante. L'architecture d'affaires peut être un excellent moyen pour essayer de diminuer cette dichotomie-là. Il y a de nombreux bénéfices. Il y a une contribution à la valeur stratégique qui peut être très élevée, une amélioration de l'exécution stratégique et tactique qui peut aussi être très élevée et une amélioration de l'exécution opérationnelle. D'un point de vue coût, évidemment, il faut payer les architectes d'affaires ou les architectes d'entreprise. Il faut un minimum de formation. Il faut idéalement utiliser un outil logiciel. Mais normalement, c'est très payant. Si vous voulez, j'ai un fichier Excel pour que vous puissiez calculer le vôtre avec un guide et vous avez juste à communiquer avec moi sur LinkedIn et je vais vous envoyer le fichier Excel. Il y a de nombreuses raisons pourquoi on peut utiliser l'architecture d'affaires.
Les 6 premières sont très importantes, mais je ne vais pas focuser, je vais pas focuser là-dessus, je pense que c'est un anglicisme, mais je ne trouve pas d'équivalent. De mon côté, aujourd'hui, je vais surtout focuser sur la réduction des coûts d'exploitation un petit peu, gestion du changement, modèle commercial centré sur le client surtout, et je vais peut-être élaborer un peu sur la gestion des produits et services et vous essayer de vous faire comprendre un peu comment l'architecture d'affaires peut contribuer à améliorer une organisation de ces points de vue-là. L'architecture d'entreprise comporte 4 domaines, comme vous pouvez voir. Encore aujourd'hui, les architectes Enterprise Architects focus surtout sur les applications et les services, les systèmes. Au moins la moitié de leurs ressources est concentrée là-dessus. Aussi sur les données, les bases de données et le raffinement des données. Aussi sur la technologie et les infrastructures. Et quand il leur reste un peu d'argent, ils vont s'occuper de l'architecture d'affaires, ou l'architecture métier si vous êtes parisien. Et les premiers diagrammes que j'ai vus, parce que je me suis inspiré d'un diagramme quand je l'ai fait il y a de nombreuses années, l'architecture métier arrivait, c'était la 4e colonne. Moi, j'ai inversé. Je crois que c'est extrêmement important de débuter et de consacrer beaucoup de ressources à l'architecture métier. C'est très important. Si vous voulez augmenter le ratio d'initiatives et de projets en digital transformation qui vont avoir du succès. Si vous ne faites pas ça, vous allez continuer à avoir beaucoup de projets en transformation numérique qui vont servir à rien. Je ne dis pas que ça doit être exclusivement en architecture d'affaires, loin de là. C'est très complémentaire à l'analyse d'affaires aussi, évidemment. Et encore une fois, si vous examinez le BizBook, il mentionne à peine, par exemple, les exigences et les processus. Et un bon architecture métier ou d'affaires va lier les domaines principaux qui sont la capacité, la valeur, les informations et l'organisation et examiner les exigences et les processus. Ça va de soi si on ne veut pas fonctionner en silo. J'ai écrit un article en 2015 et il y avait ce diagramme. Et je crois qu'il est encore pertinent. C'était dans le BA Times. Le design d'une organisation est le produit de plusieurs professionnels. L'architecture d'affaires, ça implique beaucoup dans la stratégie, le marketing et la planification opérationnelle. Et les analyses d'affaires sont d'un point de vue plus dans les opérations, la planification d'opérations et la livraison de projets. Il y en a plusieurs qui me disent que les analyses d'affaires sont de plus en plus dans le marketing et le strategic planning, et je suis d'accord. Autrement dit, la barre en bas de cette page pourrait être beaucoup plus longue vers la gauche. Il y a aussi des architectes d'entreprise, Enterprise Architects, qui vont plus vers strategic planning et marketing planning. Il y en a de plus en plus qui sont aussi de bons architectes d'affaires, mais la plupart des architectes d'entreprise excellent en technologie d'information et se débrouillent à peine en architecture d'affaires.
C'est dans le diagramme provient de cet article-là, pour être plus précis. En passant, la plupart des diagrammes proviennent du livre qui a été publié en français, que Daniel Chakunte a traduit. Et celui-là en est un. Voici une proposition de valeur qui devrait être la clé du succès de l'architecture d'affaires. Traditionnellement, les architectes d'affaires focusent surtout sur les capacités et les processus. Et il y en a de nombreux. Et il peut y avoir plusieurs niveaux. Et c'est peut-être pas la manière optimale de procéder. Dans une entreprise, c'est très fréquent d'avoir au moins la moitié des processus qui ne sont pas mis à jour. Et il peut y avoir énormément de capacités, mais elles ne sont pas tous d'égale importance. Et c'est pas important de tout faire, c'est plus important de focusser là où il y a le plus de valeur qui peut être ajoutée et commencer par ça. Et de cette manière-là, devenir intéressant pour les autres qui font de la planification dans l'entreprise et devenir intéressant pour générer de la valeur et des profits pour votre organisation. Les produits et les services qu'une organisation offre, c'est une proposition de valeur. Et c'est le pourquoi qu'on a besoin de faire de l'architecture d'affaires. Et c'est ce que reçoit un client. C'est livré par des flux de valeur qui consistent en plusieurs étapes de valeur. Et pour les gens d'affaires qui ne sont pas très familiers avec les flux de valeur et puis qui peuvent confondre ça avec les chaînes de valeur ou avec des processus, vous pouvez tout simplement parler du parcours client, Customer Journeys en anglais, et toutes les étapes d'un parcours client. Et presque tous les business stakeholders, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires sont beaucoup plus confortables avec ça. Et vous pouvez, de cette manière, éliminer beaucoup de barrières et fonctionner beaucoup moins en silo. Plus récemment, j'ai publié un article qui comprenait aussi l'architecture de technologie d'information. Et les entreprises ont tous des applications qui sont relativement vieilles, plus d'une décennie, et qui habituellement qui sont pas agiles, mais plutôt waterfall. Je n'ai pas idée comment dire ça en français. Et ils doivent rapidement s'adapter à une livraison de services beaucoup plus rapide sous forme de microservices. Et ces microservices-là peuvent faire partie d'une proposition de valeur qui inclut des produits et un ou des services et s'arrimer au diagramme précédent. Et si vous complétez toutes ces étapes en détail, vous avez ici une architecture d'affaires ou d'entreprise beaucoup plus agile et beaucoup plus conforme avec la réalité d'aujourd'hui. Le cours que je donne avec EA Principles, c'est ce graphique-là pendant 2 jours, pendant plus de 800 diagrammes pour être plus précis. Les microservices, c'est devenu une monnaie courante. Ça comprend des API. Je n'ai pas idée comment dire ça en français. Et normalement, un microservice va livrer 1 ou 2 capacités, capability en anglais, et devra avoir des interfaces avec des bases de données qui vont provenir d'applications de systèmes traditionnels comme le CRM, l'ERP, etc.
il est préférable aujourd'hui d'utiliser les 5 étapes d'une transformation digitale agile pour faire de l'architecture d'affaires et pour mieux communiquer avec les analystes d'affaires. Ces 5 étapes-là, tout le monde comprend ça relativement facilement et le reste de la présentation va focuser sur chacune d'entre elles brièvement. Il est très important de faire de la stratégie à haut niveau, moyen niveau et d'un point de vue tactique ou d'un point de vue objectif et en utilisant certaines méthodologies stratégiques. Ça ne se fait pas tout seul. L'architecte d'affaires n'est pas là pour établir ces objectifs-là ou ces stratégies-là, mais pour aller les chercher ou les sortir de la bouche des gestionnaires d'affaires qui parfois ne coopèrent pas assez. Ensuite, c'est important de faire de l'architecture et pas dans le but de faire de la transformation. Et ici, c'est important de trouver les capacités importantes, de les mesurer pour savoir si elles sont prioritaires, si elles performent bien, si elles sont compliquées ou pas. Et quand on a beaucoup de capacités qui sont supportées par des applications, c'est important de trouver les capacités qui sont les plus problématiques. Et je vais vous montrer un peu en détail ce que ça veut dire. Et après ça, on peut bâtir des initiatives ou des projets qui focus sur les capacités problématiques et qui oublient le reste. On ne peut pas tout faire. Les ressources sont rares. C'est difficile d'embaucher. Ça coûte cher d'embaucher. Le temps est limité, nos compétiteurs bougent, il faut apprendre à focuser sur ce qui est le plus problématique pour livrer le plus de valeur possible à nos clients. La planification qui se fait habituellement avec des gestionnaires de portefeuille ou de programmes, avec les gestionnaires d'applications, suit et sont basés sur les capacités problématiques qu'on a identifiées à l'étape 2. À l'étape 4, c'est le temps de travailler avec les experts agiles comme vous et de planifier les user stories, les exigences, les epics, je n'ai pas idée comment dire ça en français, en détail. Et s'il y a des architectes d'affaires qui ont fait leur travail comme il faut, on ne part plus d'une page blanche pour faire la planification des exigences. On a un bon brouillon qui peut être produit à partir des artefacts d'architecture d'affaires. Et on va devant les gens d'affaires avec quelque chose de beaucoup plus concret. Et la planification se fait beaucoup plus rigoureusement, rapidement et à moins de frais. Puis après ça, on se met à exécuter du mieux qu'on peut. Après ça, on mesure. On n'oublie pas en passant d'établir des business outcomes. Je ne me rappelle pas comment on dit ça en français. Plus tard, c'est traduit. Je vais le dire. Et ensuite, on mesure si on a atteint les objectifs fixés. Si on a fait un bon travail, les chances sont plus grandes qu'on obtienne le succès qu'on veut, mais ce n'est évidemment pas une garantie. On va commencer par la première étape, les stratégies et le business design. Il y a plusieurs méthodologies qui peuvent être utilisées. Tableau de bord prospectif en est un. Les chaînes de valeur, c'est très courant. Ocean Canary est une très vieille méthode utilisée par les Japonais. Et j'ai parlé une fois des gens de Toyota. Ils ne connaissent pas la méthode. Et pourtant, ce qu'ils utilisent, origine de Ocean Canary. Mais ils l'appellent autrement chez Toyota.
Business Model Canvas, c'est un Suisse qui a inventé ça. C'est extrêmement utilisé, extrêmement populaire. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez ça. Business Motivation Model est aussi une méthode très courante, surtout chez les Enterprise Architects, mais plusieurs hommes et femmes d'affaires sont familiers avec ça. Customer Journeys, des cartes de parcours client, c'est aussi très fréquent. Et l'analyse SWOT, ça existe depuis, je crois que c'est une des deux seules méthodes qui soit plus vieille que moi. C'est extrêmement courant aussi. En bref, le modèle de motivation des métiers, souvent appelé BMM, consiste en une mission, plusieurs stratégies, parfois des sous-stratégies et de très nombreuses tactiques. Elles ont le mérite d'être plus faciles à extirper des gens d'affaires. Parce que ce n'est pas aussi clair qu'une vision que des buts et des objectifs. Des buts et des objectifs vont habituellement comprendre je veux augmenter ma part de marché de 12 à 18 % d'ici 3 ans. C'est très compromettant si on n'atteint pas ce but-là. Et par conséquent, c'est parfois très difficile d'obtenir ces chiffres très précis-là des business stakeholders. Chez Amazon, chez Apple, il n'y a aucune difficulté à aller chercher ça. Mais je vous parle de plusieurs organisations qui sont là depuis plus longtemps, qui ne sont pas habituées de fonctionner comme ça. C'est difficile d'aller chercher ces chiffres-là. Et c'est en partie pourquoi Amazon et tous les autres grugent des parts de marché aux entreprises plus traditionnelles. Des exemples de missions, de stratégies, mais en voici. Il peut y avoir des stratégies pour votre gamme de produits. Il peut y avoir des stratégies pour des segments de marché. On veut quitter un marché, on veut augmenter notre part de marché, on veut commencer dans un nouveau marché. Il y a des stratégies territoriales. On vend surtout au Québec, mais on aimerait commencer à vendre en Ontario aussi. Il y a des stratégies opérationnelles, d'externalisation, outsourcing en anglais, stratégie relativement aux ressources humaines, des partnerships, des co-entreprises et l'utilisation de nouveaux canaux de distribution avec des partenaires souvent. On peut aussi décider d'acheter des compétiteurs ou des compagnies complémentaires. L'utilisation aussi du Business Model Canvas est aussi très courant. Ça comprend 9 boîtes, comme vous pouvez les voir ici. 2 sont très importantes, les propositions de valeur et les segments de clients. Et ces 2-là, il devrait y avoir une proposition de valeur pour chacun des segments de clients que vous visez. Et elle devrait être spécifique à votre organisation et le plus unique possible pour vous distinguer de vos compétiteurs. Le reste est important, mais est arrimé à votre valeur de proposition et à vos segments de marché qui sont de loin les 2 plus importants. Il y a aussi des Customer Value Maps que vous pouvez faire. Ici, vous avez des patients asthmatiques qui sont le Customer Segment et il y a une proposition de valeur spécifique pour eux. Il y a des besoins, des gains et pains. Je ne sais pas comment dire ça en français. Et il y a des produits et des services qui s'offrent. Il y a des bénéfices à ces produits et ces services-là. Et il y a des features, malheureusement, je ne sais pas comment dire ça en français, des options peut-être de produits ou services qui peuvent être offerts aux patients asthmatiques. Ici, vous voyez un Customer Journey Map ou une carte de parcours client avec des étapes et sous-étapes. Et pour chacune de ces sous-étapes, il y a des types d'interactions, des buts, des opportunités, des points de contact et des émotions.
Souvent, je vais ajouter une ligne ici avec les capacités les plus importantes pour chacune de ces étapes ou sous-étapes. Surtout pour parler avec des gens d'affaires. C'est extrêmement apprécié. Et ensuite, on peut passer à l'architecture de la transformation. Il est très pratique d'arrimer les parcours clients au flux de valeur. Ici, on a une carte du parcours client du service de prêt d'une organisation bancaire. Il recherche et planifie, il s'engage, reçoit le service et reste informé et s'engage, ce qui correspond à chacune de ces étapes de valeur pour le flux de valeur qui s'intitule « Obtenir un prêt personnel ». Ça, c'est un exemple. Et normalement, un flux de valeur est déclenché par un client actuel ou potentiel dans ce cas-ci. Et ça livre du capital de prêt. Chacune des étapes, il y a des critères d'entrée et des critères de sortie. Et de sortie. Il y a une erreur dans mon livre. Ensuite, on peut se servir du flux de valeur pour trouver les capacités activantes, enabling capabilities en anglais, pour chacune des étapes du flux de valeur. Je n'irai pas en détail pour décrire chacune de ces items-là. Il y a l'importance des capacités en architecture d'affaires est très importante c'est sans doute la manière la plus stable de s'arrimer dans la planification. Les capacités sont tout à fait indépendantes des technologies que vous utilisez. Elles sont stables dans le temps. Ça va être les mêmes aujourd'hui qu'il y a 40 ans ou dans 40 ans. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus stable qu'un organigramme. Les grands patrons changent aux 2 ans. L'organisation change très fréquemment. Les processus aussi changent très fréquemment. Les gammes de produits aussi, puis les applications aussi. Il n'y a rien de plus stable que les capacités. Et c'est la raison pourquoi une bonne architecture d'affaires va arrimer sa planification sur les capacités en focusant évidemment sur celles qui sont les plus problématiques. Ça permet la création de valeur axée sur le client. Ça permet de trier et donner un sens aux applications, systèmes de support. Souvent, on dépense beaucoup sur des systèmes ou des applications qui ne sont pas très importantes pour le client. Traditionnellement, chaque division a un pourcentage de dépenses et la personne doit trouver une manière de dépenser pour garder son pourcentage de dépenses. Et là, il dépense dans des trucs qui ne sont pas très utiles, alors que certaines divisions devraient avoir beaucoup plus de dépenses parce que c'est beaucoup plus important pour le client. Les capacités aussi permettent la priorisation, de prioriser. Et c'est contribuer à la sélection des initiatives et des projets qui créent la valeur la plus axée sur le client et la réduction des coûts. Plusieurs manières de mesurer les capacités, je n'irai pas en détail, mais moi, j'aime bien utiliser la performance, priorité et la complexité de la capacité, mais il y en a plusieurs. Mes clients, évidemment, utilisent souvent autre chose. Par exemple, ici, des capacités habilitantes ou concernées ou enabling capabilities sont mesurées par les priorités, les performances et les complexités. Ils sont triés tout d'abord par priorité, de critique à l'importance basse, performance, de très basse performance à haute performance. Et l'important, c'est de focuser sur celles qui sont de très grande priorité, mais qui ne performent pas bien. Les 3 premières en sont des exemples. Et la notification du risque client est aussi un problème.
Ici, ils sont de très grandes priorités, mais ils performent bien. Ce n'est pas important de focuser dessus. Ça va bien. On a d'autres problèmes ailleurs, on est mieux de focuser là. Et on réduit le nombre de capacités sur lesquelles on a besoin de focuser de cette manière. Ici, il y en a 4 et elles sont présentes ici et elles ces capacités-là activent ces deux value stages-là, des étapes de flux de valeur. Bon. Et ça permet de focuser ses énergies sur ce qui est important. Le modèle de capacité que j'utilise, par exemple, pour les services financiers, comprend au-delà de 700 capacités. Il y en avait 24 pour le flux de valeur qu'on a examiné, et il y en a 4 de problématiques. Le reste, on oublie tout ça. C'est le secondaire. Et après ça, on focus sur les applications qui supportent chacune de ces capacités problématiques-là. Et on examine aussi les bases de données qu'ils utilisent. Et après ça, on identifie des options pour rendre le tout plus optimal. Et on bâtit des scénarios. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, ici, on a une initiative qui est un de 2 scénarios où chacune des sous-initiatives impacte chacune des 4 capacités problématiques que vous voyez. Et je n'irai pas dans le détail parce que ça va être trop long. Et ensuite, on peut examiner en détail chacune des sous-initiatives qui sont arrimées à chacune des 4 capacités problématiques. Il est important pour chacune des sous-initiatives d'avoir un business outcome. Je ne sais pas comment dire ça en français encore, je suis désolé. Et qui sont liés soit aux tactiques ou aux objectifs de l'entreprise. Comme je l'indique ici. Une fois qu'on a choisi le scénario qu'on veut, on peut établir la feuille de route. Ici, on a sélectionné le scénario 2. Ensuite, il est important d'examiner le flux de trésorerie. C'est hyper important de faire ça. Comme vous pouvez voir, la devise utilisée, c'est des euros. Comme je vous ai dit, celui qui a traduit ça, c'est un Parisien. Et on en a le cœur net ici. Typiquement, un projet va avoir soit des économies de coûts ou soit générer plus de revenus. Et éventuellement, le coût de l'initiative doit être surpassé par les économies de coûts et ou l'augmentation de revenus. Et si c'est un exemple, mais ça peut être évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais il fallait que ça rentre sur la diapositive, ça que je me suis limité à ça. Il y a d'autres manières d'examiner des initiatives ou un projet en utilisant des ratios financiers. Utilisez ceux qui sont courants avec votre organisation en collaboration avec un analyste financier qui travaille en collaboration avec votre département de finances. Ce qui est aussi fréquent, c'est d'utiliser des facteurs de risque. Et ici, on en a 8 pour 2 scénarios. La mesure de ça est un peu plus, en anglais on dit fuzzy, en français c'est fuzzy, c'est approximatif que des chiffres, mais c'est extrêmement utilisé par des architectes d'entreprise, dont certains sont extrêmement allergiques aux chiffres financiers, malheureusement. Mais je vous recommande fortement d'utiliser des chiffres financiers. C'est beaucoup plus crédible. Après ça, on fait une feuille de route très détaillée
pour le scénario sélectionné. Et ça va comprendre des services de fonctionnalité, d'intégration, de tests et d'infrastructure. Et dans chacune de ces étapes-là, les analystes d'affaires vont être extrêmement impliqués. Et c'est ce qui nous amène à l'étape 4, la planification des projets. Il y a plusieurs méthodes agiles, très nombreuses, et celle que je préfère, et surtout celle que mes clients préfèrent, c'est SAFe, Scaled Agile Framework. Et je ne suis pas sûr que c'est la dernière version ici. C'est utilisé par plusieurs de mes clients, comme FedEx. Je crois que même la TD l'utilise, mais celle-là, j'en suis pas sûr. C'est aussi utilisé par Independent Blue Cross et Merckx au Danemark. C'est très fréquent. Et en gros, ça utilise des flux de valeurs, des épiques et des user stories. Et ça fonctionne avec plusieurs Agile Release Trains qui va comprendre normalement de 60 à 100 personnes chacune, dont des développeurs, dont des analystes d'affaires et plusieurs autres types de personnes. Et ils vont livrer en utilisant des Scrum et selon la méthode Kanban. C'est très fréquent et ça utilise beaucoup de rigueur. Il y en a qui prétendent que c'est pas une méthode agile parce que c'est trop restrictif. Mais le problème avec les méthodes agiles pures, c'est qu'elles fonctionnent en silo. Elles peuvent livrer un microservice extrêmement performant, extrêmement en temps et dans les délais, mais qui va pas remplir le besoin requis par les personnes ou qui rentre en conflit avec de nombreuses applications autour parce que l'équipe agile a fonctionné beaucoup trop en silo. De là l'importance des architectes d'affaires et des analystes financiers. Typiquement, la méthode SAFe va avoir plusieurs niveaux d'activité. Au niveau de gestion de portefeuille, ça va impliquer habituellement des architectes d'entreprise ou des architectes d'affaires. Et du côté SAFe, des gestionnaires de portefeuille ou des ingénieurs de flux de valeur. La gestion des produits va comprendre des architectes d'entreprise et des architectes de solutions. Et du côté SAFe, ça va être des ingénieurs de flux de valeur et des Release Train Engineers. Et à un niveau plus tactique, il va y avoir des architectes d'applications ou de systèmes. Et ça va impliquer des Scrum Masters, des owners de produits, des tenteurs de produits peut-être, et le développement. Si c'est un Agile Release Train, ça s'implique au niveau de l'exploration, de l'intégration et le déploiement de fonctions. Les capacités peuvent se lier ensuite à des processus. Et à ce niveau-là, au niveau de la livraison, c'est important de mettre à jour ces processus. Ici, sont liés à des processus de la PQC. Et moi, les processus de la PQC, je ne les trouve pas très bons. Je trouve que mes clients en ont de bien meilleurs et beaucoup plus pratiques. Et c'est très important de le faire à ce niveau-là et de ne pas faire tous les processus dans une entreprise, mais de focuser sur ceux qui sont les plus importants et qui supportent les capacités problématiques. On peut aussi définir des user stories, mais ça, c'est plus un épique, bien que ça soit écrit user story. Ici, je vais vous donner un exemple. L'agent de crédit veut définir, qui est un stakeholder, veut définir
les termes d'un contrat, qui est un value stream. Terme, c'est un type d'information, un contrat aussi, et pour réduire le paiement mensuel minimum, qui était un deuxième value stream, et on procède de même jusqu'à la fin. Et pour chacun de ces systèmes-là, l'architecte d'affaires va avoir fait une description en détail, va avoir inclus les enfants de la capacité, les relations qu'il peut y avoir avec d'autres initiatives, avec d'autres flux de valeur ou avec d'autres stratégies pour être bien sûr de rien oublier lorsqu'on se met à livrer le user story ou l'EPIC. Finalement, il faut mesurer pour savoir si ce qu'on a fait a servi à quelque chose. Il y a plusieurs manières de mesurer. Il y a des mesures orientées client, comme vous voyez ici. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais elles sont nombreuses. Certaines plus compliquées que d'autres, mais c'est important d'en utiliser quelques-unes. Il y a aussi des mesures opérationnelles qui sont très courantes. Vous en voyez ici, je crois, 20, non, 19. Et il y a aussi des mesures financières. Vous en voyez ici 13. Il y en a qui sont beaucoup plus simples que d'autres. C'est important, encore une fois, d'en utiliser quelques-unes. J'ai terminé. Si vous avez c'est certainement le temps de poser des questions. Je suis sûr que vous en avez. Merci beaucoup, Daniel. On va surveiller le chat ou bien si quelqu'un veut poser une question. Ah, on a des commentaires, présentation super intéressante, oui, beaucoup de matière à réflexion, ça c'est sûr. Tu nous en as donné. Ça va mieux si j'ai 2 jours pour l'expliquer. Oui. OK, alors on nous demande si on va pouvoir avoir une copie de la présentation.